7h, 9h. Europe 1 matin. Bonjour Georges Bensoussan. Bonjour Sonia Mabrouk. Et merci de nous avoir réservé votre prise de parole en ce jour. C'est votre grande interview sur CNews et Europe 1. En ce jour, 1 an après les terribles attaques perpétrées par les terroristes du Hamas. Vous êtes historien, auteur notamment du livre Les origines du conflit israélo-arabe. Emmanuel Macron et Benyamin Netanyahou se sont parlé hier, mais la crise diplomatique déclenchée par le président français suite à ses propos sur l'arrêt des livraisons d'armes servant à Gaza reste très vive. Georges Bensoussan, comment vous avez reçu et interprété la position et les déclarations du président français? Je crois que ce sont des déclarations qui sont liées à un pur opportunisme. Elles sont directement liées au fait qu'il a prononcé ça lors du congrès de la francophonie. Et il a fallu donner des gages à un certain nombre de pays francophones dans ce sorte de tropisme anti-israélien. Et je pense qu'on doit mettre ça en parallèle avec le fait qu'il n'ait pas participé à la marche contre l'antisémitisme le 12 novembre 2023. Il fallait cette fois donner des gages aux banlieues. En fait, c'est la même logique. C'est une logique très opportuniste et finalement, assez, sur le plan diplomatique, assez inconséquente. Parce qu'on ne peut pas dire à la fois à un pays, vous avez le droit de vous défendre, mais en même temps, vous ne pouvez vous défendre que les mains liées dans le dos. Parce qu'en ne livrant pas des armes, c'est ça que ça signifie. Bon. On pouvait très bien dire, nous sommes partisans d'un cessez-le-feu à Gaza, et c'est tout à fait valable, bien sûr, c'est tout à fait rationnel et raisonnable, sans mettre en avant l'argument du boycott, c'est-à-dire l'argument de l'interdiction de vendre des armes, qui au demeurant d'ailleurs ne représente rien. Vous savez que les ventes des armes françaises à Israël, c'est 0,2% des livraisons d'armes. De l'opportunisme, Georges Bensoussan, dans un contexte inflammable, nous avons encore 2 otages français détenus par le Hamas. Plus largement, il y a une centaine d'otages. Malheureusement, il y aurait aujourd'hui un otage, on l'a appris, qui est mort. La France est-elle, est-ce qu'on peut poser la question directement, dans quel camp est la France aujourd'hui avec une telle déclaration? À qui parle la France? C'est très difficile à dire, mais votre question, elle renvoie finalement à l'incohérence de la position d'Emmanuel Macron, y compris sur le plan intérieur. Comment expliquer la dissolution? C'est la même question, c'est-à-dire, y a-t-il une cohérence dans cette politique depuis le mois de juin dernier? Il n'y en a aucune finalement, personne ne comprend vraiment la dissolution. Donc du coup, personne ne comprend non plus ces positions diplomatiques erratiques. Un jour, on est pour un front, une coalition anti-Hamas internationale, c'était en octobre 2023, et maintenant on interdit de vendre des armes. Ça n'a aucune logique sur le fond. Je le disais, tout cela intervient dans un contexte très particulier. Georges Bensoussan, on assiste dans le monde entier, mis à part en Occident, à une inversion totale des choses, à savoir que pour les pays du Sud, le Sud global, comme on dit aujourd'hui, le juif est devenu, entre guillemets, le génocidaire. Est-ce que le risque d'un isolement total d'Israël, d'une inversion totale du paradigme est aujourd'hui à craindre? Oui, ce risque existe. D'ailleurs, c'est ce qui est recherché par les adversaires d'Israël, à savoir un isolement international. C'est la stratégie de l'Iran. La stratégie de l'Iran, c'est une usure générale de la société israélienne par de multiples fronts. C'est Gaza, c'est le Liban, c'est les Houthis, c'est le front intérieur, etc. Et le risque, évidemment, c'est qu'à dans cette logique guerrière, Israël soit de plus en plus isolé et apparaisse comme le modèle du monde capitaliste, blanc, occidental, colonialiste et finalement toujours coupable. Et ça renvoie à un paradigme très ancien qui fait partie vraiment des structures mentales d'une bonne partie du monde occidental et aussi d'une certaine partie du monde musulman, mais davantage du monde occidental, c'est que le juif, c'est le signe paria par excellence. C'est le signe maudit par excellence. Donc, on est passé, si vous voulez, entre l'avant-Seconde Guerre mondiale à aujourd'hui, du peuple paria de jadis à l'État paria d'aujourd'hui. Mais on est dans la même logique intellectuelle, où il s'agit de montrer un État qui est le représentant aujourd'hui du mal sur la terre et du chaos général. Comme en 1939, si vous prenez les grands textes antisémites français des années 35-39, dont Céline par exemple, le juif est le responsable du chaos mondial qui va nous amener la guerre. Aujourd'hui, vous avez la même chose avec l'État d'Israël, c'est tout. Remplacez le mot juif par État d'Israël et vous avez les mêmes logiques. Comment les Israéliens aujourd'hui, et plus largement, comment les Juifs, 1 an après ces terribles massacres, ont appréhendé ce moment? Comment il est inscrit selon vous, Georges Bensoussan? Et je pose l'accent à l'historien sur le temps long dans l'imaginaire collectif. Vous avez raison de parler du temps long, parce qu'il s'inscrit précisément dans le temps long, dans un peuple qui est profondément marqué par la mémoire. C'est l'un des grands impératifs du judaïsme, c'est souviens-toi. Bon, et comment les Israéliens et les Juifs ont vécu le 7 octobre et comment forcément ils le commémorent aujourd'hui, ils l'ont vécu comme
un peu le prélude à ce qui pourrait être un anéantissement final. C'est-à-dire que les Juifs sont habités par la conscience de l'anéantissement comme tous les peuples génocidés. Si vous posez la question à un Arménien ou un Tutsi du Rwanda, il aura exactement les mêmes réactions intellectuelles, les mêmes réactions émotionnelles, si vous voulez. Donc les Juifs réagissent avec leur mémoire longue de la persécution, mais plus que de la persécution, la mémoire relativement récente de la Shoah. Donc forcément, le 7 octobre, ils l'ont vu comme le prélude à ce qui pourrait être une catastrophe finale. Un peu comme l'acte 2 de la Shoah, si vous voulez. Donc ça a réveillé en eux une angoisse existentielle, une précarité existentielle que même les témoins les plus bienveillants ont du mal à percevoir. C'est quelque chose qui a remué quelque chose de très profond dans la psyché juive et dans la psyché israélienne, évidemment. Mais il y a quelque chose qui est faux, qui court les rues aujourd'hui et souvent les salles de rédaction, c'est de dire que ce qui s'est passé le 7 octobre a ruiné le rêve sioniste. Pas du tout. Le rêve sioniste, ça n'était pas seulement la sécurité d'un État juif, c'était autre chose, c'était une nouvelle définition de l'identité juive. Et cette attaque du 7 octobre n'a pas ruiné le rêve de sécurité. C'est une défaillance des services militaires et sécuritaires israéliens. Ça ne remet absolument pas en cause le fait que l'État d'Israël reste aujourd'hui un gage de sécurité et, osons le dire, même de paix pour un grand nombre de Juifs dans le monde. Le fait est que le courant d'immigration vers Israël n'a pas cessé depuis le 7 octobre. Gage de paix, dites-vous, c'est un mot fort oui. Pour les Juifs dans le monde entier. Mais alors, parlons du contexte aussi qui est celui sur place. Georges Bensoussan, mis à part Gaza bombardée, est-ce que les frappes sur le Liban, qui ont provoqué aussi de nombreux morts, est-ce qu'elles sont inévitables aujourd'hui? Est-ce que dans cette idée de gage de paix Israël pour tous les Juifs, est-ce que ces bombardements sont inévitables? Est-ce que l'État d'Israël pouvait laisser le Hezbollah et ses 150 000 missiles menacer constamment le nord d'Israël, et finalement tout Israël, puisque ces missiles peuvent atteindre jusqu'à Eilat, et contraindre 80 000 Israéliens à fuir leur domicile depuis un an? Quel État le supporterait? Donc il fallait bien à un moment donné faire cesser la menace. Donc les bombardements, ça n'est pas sur le Liban qu'ils se portent, même si c'est sur la terre libanaise, bien sûr. Mais c'est d'abord sur le Hezbollah. Et le Hezbollah n'est pas un corps étranger au Liban, c'est vrai, mais c'est une faction libanaise qui s'est emparée du Liban, qui a phagocyté le Liban au détriment des sunnites, au détriment des chrétiens, au détriment des maronites, et qui a fait une véritable OPA sur le Liban tout entier. Donc la guerre actuellement menée par Israël, c'est la guerre contre le Hezbollah, pas contre le peuple libanais. Donc aucun État au monde, j'y reviens, ne pourrait tolérer qu'à sa frontière, des tunnels d'attaque arrivent à 100 mètres à peine de la frontière, sont prêts à recommencer le 7 octobre, version nord. Si je prends votre raisonnement, ça veut dire que si demain il y a une attaque en Iran, des bombardements en Iran, vous diriez la même chose, que ce n'est pas une attaque israélienne vis-à-vis de l'Iran? Encore une fois, reprenons le conflit à son origine. Qui est à l'origine du conflit? Est-ce l'État d'Israël qui menace l'Iran de disparition ou est-ce l'Iran qui menace l'État d'Israël de disparition? C'est l'Iran qui, depuis 45 ans, menace un État membre de l'ONU de le faire disparaître de la planète. C'est le Hamas qui déclare que cet État est illogique et illégitime et qu'il doit disparaître. Ismaël Haniyeh le disait en novembre dernier, Ghazi Hamad du bureau politique du Hamas le disait, cet État est illogique et ne doit pas exister. Et on pourrait comme ça multiplier les prises de position des uns et des autres qui montrent qu'ils ne veulent pas d'une existence nationale juive sur cette terre. Donc la vraie question est celle-là, d'où vient le conflit ? À l'origine du conflit, il y a ce refus absolu d'une existence nationale juive sur un petit bout de terre, même pas toute la Palestine, sur un petit bout de la Palestine historique. Et il y a d'ailleurs quelque chose de frappant que personne ne relève, mais qui était dit dans les années 30 et les années 40, je parle ici en historien du conflit, c'est qu'il y a quelque chose d'indécent à ce que ceux qui sont tellement pourvus en territoire, 4 millions de kilomètres carrés, disputent des miettes à ceux qui n'ont rien, sinon 28 000 kilomètres carrés, et c'est même pas 28 000 kilomètres carrés, pour exercer une existence nationale juive indépendante. Si l'État d'Israël disparaît demain, il n'y aura plus d'existence nationale juive indépendante sur la terre. Aujourd'hui, votre phrase est forte. Aujourd'hui, la Palestine arabe n'existe pas, et j'espère que demain elle existera. Mais même si la Palestine arabe n'existe pas encore aujourd'hui, l'indépendance arabe existe, le fait est que la Ligue arabe existe, et l'existence nationale arabe existe, du Maroc jusqu'à l'Irak. Certes, mais comme vous l'avez dit, la Palestine arabe n'existe pas. Pas encore. Pas encore. Et justement, alors poursuivons la question. Puisque vous dites Israël gage de paix pour les Juifs, est-ce que l'objectif de Benjamin Netanyahou, c'est la paix ? Alors, je dirais deux choses. Premièrement, la Palestine n'existe pas encore, mais il y a une question, encore une fois.
On ne peut comprendre le conflit qu'en historien. Si on ne fait pas l'étude du conflit sur le temps long, on ne comprend rien et on est submergé par l'émotion, on est submergé par l'immédiateté de l'actualité. Entre 1949 et 1967, la guerre des 6 jours, en Cisjordanie et à Gaza, il n'y avait pas un seul juif, il n'y avait pas un seul Israélien, il n'y avait pas l'ombre de la présence militaire israélienne. Pourquoi l'État de Palestine n'a-t-il pas été créé à ce moment-là en Palestine? Pourquoi? Tant qu'on ne répondra pas à cette question, c'est qu'on ne voudra, elle est majeure, c'est qu'on ne voudra pas répondre à la question centrale. En réalité, à l'origine du conflit depuis plus d'1 siècle, il y a le refus d'une existence nationale juive sur un bout de territoire. Maintenant, j'en viens à votre question. Je ne me dérobe pas. Je pense qu'aujourd'hui, Netanyahou est un obstacle à la conclusion d'un cessez-le-feu à Gaza et qu'il faut un cessez-le-feu. Car le Hamas est détruit militairement. On ne détruit pas un ennemi jusqu'au dernier. Il y a un entretien très riche. C'est pourtant ce qu'il affirme. Hein. Oui, c'est pourtant ce qu'il affirme. Je suis en désaccord là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, il est un obstacle à la conclusion d'un cessez-le-feu. Yair Golan, chef de l'opposition de gauche en Israël, a donné un entretien remarquable au Point cette semaine. Oui. Et il dit très clairement, aujourd'hui, Netanyahou est un obstacle, effectivement. Le cessez-le-feu s'impose à Gaza. Il est évident qu'on ne réduit pas un ennemi en détruisant tous les adversaires les uns après les autres. Ça n'existe pas, parce qu'il faut toujours laisser une porte de sortie à l'ennemi. Vous dites qu'il faut raisonner avec l'esprit de l'historien. En France, eh bien, c'est l'émotion qui prime, et même davantage. Je voudrais vous faire réagir à un antisémitisme d'atmosphère qui s'enquiste dans les veines de notre pays, Georges Bensoussan, y compris dans les universités. Vous avez vu ce qui s'est passé à Sciences Po, avec un appel à l'intifada dans les rues également. Il y a également Jean-Luc Mélenchon qui appelle à mettre des drapeaux palestiniens partout dans les universités. Demain, demain, le 8 octobre. Comment réagissez-vous ? Il y a 2 choses. En ce qui concerne les universités, je pense que là aussi, on est peut-être piégé par l'image. Et on a l'impression qu'on a affaire à des mobilisations massives. Ce sont des mobilisations de minorités. Minorités actives, bruyantes, qui tiennent le haut du pavé. Vous le savez mieux que moi. Qui tiennent le haut du pavé et qui s'appuient sur la passivité et la lâcheté générale du grand nombre. C'est un phénomène classique. La plupart des gens n'osent pas réagir, ils ont peur. Bon. Mais en réalité, il s'agit de minorités. Est-ce qu'il s'agit de minorités spontanées ? Je ne crois pas. Il y a réellement des organisations derrière, dont une qui s'appelle Samidoun et d'autres, Collectif Palestine, depuis très longtemps. Bon. En ce qui concerne Mélenchon, c'est autre chose. Mélenchon n'a pas de conviction en la matière. Mélenchon, j'en suis convaincu, n'est pas lui-même antisémite. Mélenchon se moque éperdument de la Palestine. Ce que vise Mélenchon, c'est le chaos en France pour provoquer une élection présidentielle anticipée dont il pense qu'il aura sa chance face à Marine Le Pen. Attendez, donc vous dites, Georges Bensoussan, qu'il est en train d'essayer de lever, si je puis dire, en tout cas de provoquer le chaos dans les universités et peut-être aussi dans les banlieues. C'est la France des banlieues et la France des universités. Absolument. Pour peut-être arriver au pouvoir, en tout cas provoquer le chaos. Pour provoquer une crise de pouvoir, c'est ce qu'il cherche évidemment avec LFI, en s'appuyant sur ce qu'il estime être lui le vote des banlieues et en particulier le vote des abstentionnistes, qui sont très nombreux dans ces banlieues-là, l'emporter demain. Encore une fois, Mélenchon, toute sa stratégie depuis 2017 part du constat suivant. En 2017, il lui a manqué relativement peu de voix pour parvenir au second tour. Ce peu de voix qui lui manque, c'est dans les quartiers et dans la jeunesse des quartiers populaires qu'il espère les trouver. D'ailleurs, il l'a dit récemment. Il a dit « laissez tomber tout le reste, intéressons-nous à la jeunesse et aux quartiers ». Stratégie purement électoraliste. Que cette stratégie passe par l'instrumentalisation de l'antisémitisme supposé de ces banlieues, il le fait avec un cynisme absolu. Ce qu'on doit retenir surtout de Jean-Luc Mélenchon, c'est ce cynisme absolu qui réintroduit l'antisémitisme comme une variable dans la politique française qu'on n'avait jamais vue depuis 1945. Avec certains intellectuels qui ne se bougent pas le nez quand ils entendent cela. Comment vous l'expliquez ? Oui. Comment vous expliquez ce tropisme quand même ? La question est la suivante. Encore une fois, raisonnons sur le temps long. Nous avons une partie du pays, avant 1945, qui professe un antisémitisme culturel, ce qu'on pourrait appeler un antisémitisme d'atmosphère, un antisémitisme ordinaire, si vous voulez, qui a été cultivé dans les familles. La question est la suivante. Cet antisémitisme a disparu par enchantement en 1945 ? Non, on peut imaginer que dans les familles, il s'est traduit, il s'est produit, il s'est transmis un antisémitisme culturel de génération en génération, qui fait qu'aujourd'hui, l'antisémitisme n'étant pas dissible, personne n'est antisémite aujourd'hui, tout le monde est hostile à l'antisémitisme et tout le monde pleure les victimes de la Shoah, l'antisémitisme ne peut se dire que par le langage de l'antisionisme. Donc, d'une certaine façon, l'atmosphère culturelle, le bain culturel, la strate culturelle,
culturels dans lesquels cette génération ont été forgés, aujourd'hui, trouve un exutoire dans la réprobation de l'État d'Israël. Il y a une hérédité, si vous voulez, de l'antisémitisme, qui évidemment ne se reproduit pas exactement à l'identique, qui a muté, mais qui se traduit aujourd'hui par ces positions passionnelles contre l'État d'Israël, qui sont tout de même assez surprenantes, parce que c'est un conflit mineur, c'est un conflit de basse intensité, qu'on le veuille ou non, il suffit même de regarder les chiffres, malgré les terribles chiffres de Gaza, c'est vrai, mais c'est un conflit qui, par rapport aux tueries du Congo ou à d'autres tueries dans le monde, font pas le figure. Et pourquoi, et on va conclure par cela, Georges Bensoussan, que représente Israël pour l'Occident? Vous avez eu cette phrase, les Israéliens insupportent nombre d'intellectuels occidentaux parce qu'ils sont la preuve vivante de leur défaite morale. Et vous dites, dans une société sans transcendance, est-ce que, justement, on tient, en tous les cas, on craint Israël parce que Israël se défend, parce qu'Israël est debout, parce qu'Israël ne veut pas se laisser anéantir? Je dirais qu'Israël représente à la fois une mauvaise conscience, la mauvaise conscience de l'Occident vis-à-vis de la mémoire de la Shoah, bien sûr, et d'une certaine façon, cette mauvaise conscience-là, personne n'aime se la voir rappeler, et Israël représente un État-nation, une identité forte, qui se bat, qui sait pourquoi elle se bat, et qui, face à un Occident qui a perdu toutes ses raisons d'exister, toutes ses raisons de vivre, toutes ses raisons d'espérer, qui a déserté la transcendance, qui a pensé qu'en évacuant complètement le religieux, on pouvait obtenir une société malgré tout pacifiée, sans transcendance, sans spiritualité, Israël représente exactement le contraire. D'une certaine façon, Israël, c'est comme la nostalgie d'un monde que nous avons perdu, que nous n'avons plus à reconquérir, c'est-à-dire une société qui sait pourquoi elle existe, pourquoi elle se bat, et qui a un sens réellement à donner à sa vie. Des propos qui vont faire certainement beaucoup réfléchir nos auditeurs et téléspectateurs. Merci Georges Bensoussan. Merci Sonia Mabrouk. À bientôt.